Bienvenue au Balado Lecture universelle, une diffusion audio sur les lectures qui nous changent et valorisent l'ouverture sur le monde, que ce soit en contexte social, littéraire ou d'enseignement. Je m'appelle Amélie Lemieux et je suis professeure agrégée en enseignement de la littérature à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Mes invités sont principalement des lecteurs et lectrices, chercheurs, chercheuses, étudiants, étudiantes, enseignants, enseignantes, professeurs, conseillers, conseillères pédagogiques, bibliothécaires et personnes des milieux qui nous partagent des lectures marquantes. Bonne écoute! Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis en compagnie aujourd'hui de Natim, professeure au département de lettres du Collège Maisonneuve, grande lectrice, passionnée de littérature, co-chercheuse au CRILIC, qui est le centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec. Bienvenue! Alors, Nick, parle-nous un petit peu de toi. Oui, bonjour Amélie, merci de l'invitation. D'abord, j'aimerais ça, juste pour la forme, bien me présenter une première fois le prénom complet parce qu'il n'y a jamais personne qui est capable de le prononcer et le nom de famille. Donc, c'est Irnaitim, mais moi j'utilise Naï, justement parce que la première partie est imprononçable et ça, j'y reviendrai, je pense, plus tard dans le cadre du balado. Mais bon, alors qui je suis, hein? Je suis d'abord et avant tout une femme racisée. Je suis d'origine cambodgienne. J'enseigne la littérature au Collège de Maisonneuve, qui est un collège à Montréal. Je suis enfant de parents qui ont vécu le génocide des Khmers rouges. Je suis la première génération à accéder aux études supérieures et je suis aussi maman. Voilà. Et ah oui, pour la petite anecdote, je suis aussi encore maître glaciaire. Oh ouais! Wow! C'est beaucoup de parties d'identité que j'adore et qu'on va apprendre à découvrir. Donc, merci de cette super présentation-là. On va parler d'intersectionnalité aussi, là, si tu es ouverte à ça. Donc, Ignite Team avec nous aujourd'hui. J'essaye avec ma prononciation, mais c'est en construction toujours, comme mon identité ailleurs. Donc, je commence toujours avec mes invités avec des questions pour qu'on comprenne mieux notre rapport à la lecture. En plus, pour une professeure de littérature, je te demanderais pourquoi lire, est-ce que c'est important à tes yeux? Tu vois, quand tu m'as posé la première fois cette question-là, je me suis d'abord plongée dans ma propre enfance parce que pourquoi pour moi, d'où c'est parti en fait cet amour de la littérature, là, de la lecture, parce qu'on s'entend que j'enseigne la littérature et on suppose que j'aime moindrement ça. Sinon, il y Mhm. aurait potentiellement des soucis. Mais pourquoi j'ai aimé ça? Pourquoi lire, c'est important? Je pense que dans ma perception des choses, c'est de permettre oui, de découvrir différents univers, mais dans la perspective dans laquelle je travaille beaucoup la littérature en ce moment, c'est aussi de permettre de se reconnaître dans les histoires qui sont racontées. Parce que ces histoires-là, elles sont inévitablement le reflet d'une société, d'un contexte, et ça permet d'exister dans les récits, que ce soit des récits de fiction, des récits nationaux ou autres. Mais lire, c'est important parce que ça nous permet aussi de nous reconnaître, mais d'aspirer à mieux. Tu sais, il y a cette espèce de dimension à la fois pédagogique de la littérature, mais aussi très ludique. Je pense qu'il y a plusieurs fonctions à la lecture, mais pourquoi lire, c'est important? Je pense que je reviendrai beaucoup sur l'idée que ça permet à la fois de découvrir des différents univers, mais aussi d'exister à travers ces univers-là et d'avoir sa place, je pense. On est vraiment sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Puis tu parles aussi des finalités de la littérature versus la lecture. Est-ce que pour toi, il y a une distinction justement de ce qu'on aborde en classe? Comme moi aussi, j'enseigne la littérature à l'université ou plutôt son enseignement. Mhm. Puis une des premières choses que je dis en classe, c'est qu'effectivement, la littérature est souvent associée à la lecture, alors qu'il y a trois dimensions aussi, là, l'écriture, l'oral et la lecture. Est-ce qu'il y a une de ces dimensions-là qui prend plus d'importance dans ton enseignement? Euh, c'est, bah,
Dans l'enseignement, on est un peu contrainte par les espèces de vie ministérielle, mais d'une manière, j'essaie toujours un peu de les détourner au Mhm, sens, au sens où j'aime beaucoup m'intéresser à la lecture avant tout. Et après, on peut travailler les compétences rédactionnelles, l'écriture, et pour moi, l'oral et la lecture sont deux éléments qui sont interreliés mhm, parce que j'aime travailler le principe de la lecture chez les étudiants, les étudiantes qui, tu sais, Amélie, au cégep, ils arrivent, ben, ils et elles arrivent, et on dirait qu'ils ont perdu en chemin cet amour de la lecture. Et mhm, je me pose beaucoup la question, pourquoi? Pourquoi? Et donc, en classe, on essaie de lire ensemble, on essaie de lire le plus que possible, de réserver des moments de lecture en classe, chose qu'on ne fait plus. Moi, mhm. je me rappelle de ces moments au primaire, au secondaire, où on faisait que lire, et c'était parmi les moments que j'aimais le plus, ce silence où finalement, collectivement, on est en train de lire ou juste partager quelque chose, même si c'est silencieux. Mais je pense que je pense que je mets beaucoup l'accent sur la lecture d'abord, puis ensuite on passe à la dimension Mhm. orale parce qu'on en discute. C'est super intéressant ce que tu dis. Je vais me permettre d'ajouter, tu sais, moi aussi, je trouve que l'idée de lecture littéraire est celle qui prime d'abord. Puis tu mentionnais, bon, le fait que les étudiants ont souvent perdu l'amour de lire. Puis c'est notre travail, entre autres, là, de ranimer cette flamme-là. Tu parlais aussi plutôt que c'est important quand on lit d'être capable de se reconnaître dans les histoires qui nous sont racontées ou qui sont écrites, là, surtout en tant que personne racisée, ou mettons dans mon cas, en tant que personne LGBTQ. Euh, effectivement, je trouve qu'il y a une grande importance là-dedans. Je me demande, est-ce que c'est parce qu'on a perdu le goût de se rappeler? Parce que justement, il y a comme une fatigue de plus voir dans les livres qu'on nous donne à lire. Est-ce que c'est ça qui nous fait perdre l'amour de lire ou le goût de lire? Ben, Je te pose la question. J'y réfléchis en même temps. mhm. En fait, je pense qu'il y a une perte d'intérêt. Je suis aussi formée en pédagogie, et moi, je me suis beaucoup intéressée à justement la question de l'inclusion dans l'enseignement, mais aussi d'un point de vue de l'enseignement de la littérature. Il y a un concept motivationnel qui m'a beaucoup marqué, c'est-à-dire celui de l'intérêt. On parle beaucoup de la perte de l'intérêt chez les Mhm. jeunes. On va parler de cet intérêt qui n'existe plus, mais on a aussi la possibilité de le raviver. Et nous, dans la salle de classe, on a, si tu veux, c'est quand même cette chance. À la limite, c'est presque un pouvoir que de pouvoir choisir des œuvres, les mettre au programme, en discuter avec les étudiants, les étudiantes. Et là, on est comme un rôle de bougie d'allumage, peut-être, où on peut ramener cet intérêt-là de la lecture. Et je pense que c'est là qu'on a une possibilité d'action. Et là, je sais plus quelle était la question. Ben, en fait, je me demandais, est-ce qu'on a perdu justement l'amour de la lecture parce que on a perdu le goût de se rappeler qui on est? Est-ce qu'on a Hmm. des identités morcelées? Puis justement, à travers la lecture, ça nous aide à reficeler peut-être ces identités morcelées, mais peut-être les contenus qu'on lit ne nous aident pas finalement à faire ce travail-là. Peut-être qu'on est mal guidé. Fait que je m'intéresse Mhm. aussi à ces questions-là. Puis au niveau de l'inclusion, c'est mais qu'est-ce qu'on lit? Tu sais, si on lit des œuvres qui sont trop loin de notre horizon d'attente ou notre horizon fictionnel, Oui, est-ce que ce travail-là est peut-être plus difficile dans le fond? oui, c'est ça. OK, j'y reviens. Ben, comme professeur, tu vois, moi, ben là, je fais un petit détour par mon propre parcours parce que c'est un peu inévitable pour expliquer pourquoi j'enseigne de la manière dont j'enseigne aujourd'hui. C'est-à-dire que mes études, ça a été difficile pour moi, les études littéraires, parce que je n'ai pas fait mon diplôme d'études collégiales en arts et lettres, et là, j'arrive et c'est d'être un peu déconnecté ou d'être toujours en marge de ce qui est enseigné, c'est-à-dire le récit national québécois, ben, je m'y retrouve pas nécessairement. Celui de mes parents est pas nécessairement nommé, ou du moins il est mis de côté. Donc, ça fait en sorte que j'ai trouvé ça très, très difficile
de Mhm, lire des œuvres qui sont supposées représenter ma réalité, mais mhm, dans lesquelles je ne me reconnaissais pas du tout, si ce n'était que par des représentations un peu stéréotypées presque. mhm, Euh, Fait que où est-ce qu'on perd l'intérêt de la lecture, où est-ce qu'on perd cet amour, je pense, et c'est pas tout le monde qui est d'accord avec cette proposition-là, mais je pense que c'est important d'être en mesure de se retrouver dans les histoires qui sont racontées parce que la littérature, c'est aussi un outil qui reflète une certaine conception de la société. Une littérature nationale, ben, c'est mhm, d'écrire un récit, là, c'est le récit d'une nation. Mais quand mhm, on invisibilise certaines personnes qui pourtant font partie de cette nation-là, ben, il y a un certain détachement. C'est de se faire dire un peu, ben, vous avez une histoire, mais elle n'est pas nécessairement on l'intègre pas nécessairement dans celui du récit national ou dans les classiques qui sont étudiés. mhm. C'est ça, en enseignement, il y a beaucoup l'enjeu du choix des œuvres, des classiques, la perception même de ce qu'est un classique, Mhm. qu'est-ce qu'on choisit comme œuvre. Je peux comprendre les jeunes qui sont un peu fatigués de lire des choses qui, de prime abord, ne les concernent pas. Absolument. C'est ça, je peux comprendre que ça les fatigue et qu'ils vont se tourner vers autre chose, mais en même temps, je pense qu'il y a aussi tout un phénomène de société qui fait en sorte qu'on prend moins le temps de lire, là, mais ça, c'est Mhm. Non, c'est autre chose. absolument. Absolument. Puis c'est les deux aussi, tu l'as dit, hein, c'est quoi la valorisation de quel canon littéraire, non seulement à l'école, mais dans la société, même dans nos librairies, dans nos bibliothèques, là. Euh, définitivement. Puis ce qui me mène à te demander, c'est quoi la dernière œuvre que tu as lue et qu'est-ce qui t'a amené à lire cette œuvre, mis à part l'œuvre dont on va discuter aujourd'hui, qui est Nipina Punan d'Alexis Volant. Mais sinon, à part ça, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Ben, c'est drôle parce que je lis beaucoup de choses. Je lis Mhm. beaucoup d'œuvres que je commence et que je ne finis pas. C'est très bien ça, pourquoi pas? Mais en fait, c'est parce que mais un recueil que je suis en train de lire, je lis beaucoup de poésie dernièrement, juste parce que je suis moi-même dans un processus d'écriture, fait que là, j'ai comme un peu besoin de ventiler mes pensées, je pense, et je lis de la poésie pour voir un peu ce que je veux faire ou ce que je veux pas faire, ou aller chercher un peu d'inspiration. Mais je lis La maison de ma mère de Sumankam Tamang Vongsa, qui est une autre écrivaine laotienne, en fait, de Toronto, si je ne me trompe pas, qui est traduite en français par Véronique Lessard. C'est publié chez Mémoire d'Enclier parce OK. que euh, en 2025, c'est le 50e, en fait, 2025 marque le 50e de commémoration de plusieurs conflits en Asie du Sud-Est. Fait que là, on a beaucoup été dans cet espace de commémoration. On a parlé du génocide, on en a parlé Mhm. de la guerre du Vietnam, on a parlé des conflits au Laos. Et que là, je suis un peu dans cet esprit-là et j'ai décidé d'aller lire le plus que possible des auteurs, des autrices asiatiques. Et qu'est-ce qui t'a le plus frappé à date dans ces lectures-là? Tu sais, on parlait du rappel tantôt, l'importance de se rappeler peut-être des identités morcelées. Est-ce que c'est quelque chose qui a résonné pour toi? Est-ce que c'est des lectures qui t'ont porté dans ce sens-là? Oui, assurément, c'est de retrouver des parcelles, si tu veux, de mon histoire individuelle dans une œuvre, en fait, moi, je suis cambodgienne, Svan Kam, elle est laotienne, mais c'est de retrouver Mhm, presque ces petits moments captés mhm, qui pourraient être mon quotidien. Et à mhm, la fois, c'est très riche, c'est très réconfortant, mais c'est touchant de se dire on dit souvent que la littérature est universelle. mhm, On aime penser que la littérature est universelle. Jusqu'à un certain point, je suis d'accord. Mais il y a certaines expériences qui sont vécues par certains groupes qui sont mhm, partagées au sein de ces groupes-là. Et je pense que c'est ça de lire La maison de ma mère, c'est de lire un peu mes propres parents, ma propre histoire, même si c'est pas tout mhm. à fait la mienne. Puis c'est ça, je pense que c'est ça qui est merveilleux aussi dans ces récits-là. Absolument. Donc, retisser ces histoires-là, voir où on n'est pas en même temps, où on se reconstruit, où on actualise les mots. Ce qui m'amène à une autre question qui est un peu liée, qui est une question qui m'habite beaucoup. Qu'est-ce qui importe le plus chez toi comme lectrice, aussi comme prof? Est-ce que c'est les mots ou est-ce que c'est la forme?
Ou est-ce que c'est les deux, peut-être? Assurément, ce sont ce qui est les mots. Les mots me marquent plus, les mots m'importent plus, et ça, ce sera peut-être pas très populaire auprès de collègues. Mais j'ai tendance à moins m'intéresser à la forme euh, qu'aux mots. Même si c'est une contradiction, ça peut être contradictoire parce que enseigner la littérature, c'est demander aux étudiants de s'intéresser au procédé d'écriture, à Hum, tout ce qui relève de la forme. Mais je pense que les hum, mots ont une place très, très importante mhm. dans nos lectures. Et ouais, ça serait les mots l'emportent vraiment sur la forme pour moi. Puis est-ce que je vais aller plus loin là, dans dans ma réflexion de prof de français? Est-ce que tu as un groupe de mots préférés? Est-ce que c'est les verbes, les noms communs, les adverbes? Comment tu files ça, toi? J'aurais tendance à dire les verbes. Mhm. Les verbes, parce que souvent le verbe est dans l'action. Mais j'aurais pas dit ça il y a quelques années, mais j'ai appris un peu l'inou. Et en inou, c'est 80% environ des mots qui sont des verbes. Et là, la richesse d'une langue passe par l'action, par l'action, L'action. Donc, je trouve que c'est ça. J'aime beaucoup les verbes en français aussi. 80% des mots sont dans les verbes, c'est-à-dire dans l'action, c'est incroyable. Ouais, Incroyable parce que ça veut dire que c'est une langue qui est toujours en mouvement aussi, hein. C'est-à-dire ouais. que on est porté vers l'autre, on est porté vers soi, ça veut dire quelque chose. C'est pas juste des paroles en l'air, là. Excuse mon jeu de mots, là, mais, mais c'est vraiment ça. Puis je vais te poser une question aussi que je pose à tous mes invités. Est-ce qu'on est lecteur ou est-ce qu'on le devient? Je pense qu'on le, je pense qu'on le devient, assurément. Euh, J'aimerais penser qu'on est lecteur, mais je pense qu'après, il y a des facteurs. Des facteurs qu'on pourrait considérer comme étant sociaux Mhm. on devient lecteur parce que il faut apprendre à lire, il faut apprendre à décoder, si tu veux, un peu les mots, même Mhm. les images, si on n'est pas accompagné dans cette compréhension-là des univers, je pense que on va rester, on reste bloqué à une certaine compréhension de la chose. Mhm. Mais, mais en même temps, je pense que toute personne a le potentiel d'être lecteur. Oh, moi Donc, aussi, il faut qu'on pense ça. En tout cas, moi, c'est certain que moi, dans mon subconscient, je pense ça. c'est Parce que ça. sinon j'essaierais pas de donner l'égalité des chances à tout le monde en lecture, là. Fait que c'est certain faut que je pense qu'il faut que ça soit ancré dans notre façon d'enseigner, en tout cas. C'est ça. Je pense que tout le monde a en fait, bon, est-ce qu'on est lecteur? Je pense que tout le monde est lecteur, mais je pense qu'il faut apprendre à le devenir aussi. Donc, finalement, ma réponse est on est lecteur et on peut continuer à l'être. Je change ma réponse. Absolument. Et si tu nous donnais une citation littéraire qui te porte particulièrement en ce moment? Ben c'est ça, c'est justement dans la maison de ma mère et ça fait un peu un lien avec ma précédente réponse sur le rapport à la lecture, mais elle est un peu longue, mais je vais la lire quand même, si Vas-y, ça te va. vas-y. Ben, OK. absolument. Donc, j'ai toujours voulu être écrivaine, mais je ne savais pas comment le devenir. J'ai grandi dans une maison sans livres. Chaque fois que je voyais une étagère à livres, je suppliais mes parents de me prendre en photo devant, comme on le fait en vacances et qu'on se dit qu'on ne reverra jamais ceci ou cela. Il y a plus de 25 ans, j'imprimais et je reliais mes propres livres et je les apportais aux librairies de la ville, demandant si on me ferait une petite place. J'en ai même vendu depuis mon sac d'école. Je n'ai pas attendu qu'on me dise que j'étais écrivaine. Je me suis faite écrivaine. Les mots et le papier en étaient la preuve. On ne me dira plus jamais que je ne suis rien. C'est magnifique. Ça me fait penser à deux choses, deux événements récents. J'ai rebondi là-dessus. J'ai été à un atelier à l'école de design de Toronto Metropolitan University à peu près il y a 2 semaines. Mhm, Puis on nous a montré justement à faire des livres, à faire des reliures. Puis c'est un professeur d'origine chinoise qui nous a montré ça avec tout l'art que ça représente et toute la patience et toute la minutie.
puis il demande à ses étudiants de faire justement des livres et de les relier et d'écrire dedans. Alors, c'est comme un moment. C'est comme si tu me lis une citation qui me ramène à ce moment-là, qui est vraiment prenant. Puis la deuxième chose, si on parle de processus d'écriture poétique, tu le sais, j'en fais aussi. Mais c'est cette idée de ne pas avoir besoin de la valorisation des autres pour se sentir écrivain Mhm. et pour faire notre art et pour transmettre cette passion-là. Puis ça, je te dirais, ça m'a longtemps hanté, cette espèce tu sais, c'est pas assez bon, puis, ou, tu sais, clairement, juste de me le faire dire comme ça, là, par d'autres. Et il faut comme réconcilier ça, puis se dire, OK, mais eux, ils ont leur cheminement, moi, j'ai mon cheminement, puis c'est pas ma réalité, tu sais. Puis après, la langue se retravaille, je dirais qu'il y a des coachs, il y a plein de choses. Il y a des pères bienveillants qui nous lisent, mais une fois qu'on trouve cette voie-là authentique, il y a personne devrait exister. Personne, en fait, devrait nous dire qu'elle ne devrait pas exister, cette voie-là. Fait que merci de lire ça. Est-ce que pour toi, ça a résonné aussi de quelle manière? Ben, en fait, quand je mentionnais que parfois je me retrouve dans ces petits moments-là, j'ai été de ces enfants qui se faisaient des livres là, avec toutes Hum, sortes d'enfants moi-même. Et je suis maman, donc ma fille aussi fait le même exercice. Elle a commencé hum. dernièrement, il y a quelques semaines, à faire ses livres. Et je trouve ça fascinant, mais Ah, c'est ça me cool. fait un bien fou parce que oui, j'enseigne la littérature. À la maison, on a la chance d'avoir des livres, mais elle développe son propre intérêt. Tu vois, donc c'est pour ça que finalement, oui, on est lecteur. On est lecteur. Puis il y a quelque part dans notre parcours où peut-être on perd cet amour-là parce que on se fait dire que ce qu'on lit, n'est pas nécessairement valable. C'est de Mhm, la, c'est de la littérature, de la mauvaise littérature où on perd. Il y a quelque chose qui se passe dans le parcours. Puis moi, c'est ça qui me fascine, à la fois qui me fascine, mais qui me rend aussi très triste. C'est où est-ce qu'on perd cet amour-là de la lecture. hum, Euh, et comme tu le mentionnais, c'est aussi de faire face parfois à ses propres voix qui nous rappellent constamment que c'est peut-être pas assez ou que c'est pas, ça sera pas le prochain best-seller ou ce sera pas compris par tout le monde. Mais effectivement, tu as complètement raison de dire que cette voix-là, il faut qu'elle importe pour nous aussi parce que mhm, si on écrit, je pense, pour plaire, ben là, ça donne un tout autre type de hum, récit et je pense que l'intention, elle est complètement différente. Mais mhm. de rappeler que chaque personne a une voix qui mérite d'être entendu. Je pense que c'est ça aussi de revenir au fondement. Je pense que de la lecture et de l'écriture, je pense de revenir à cet amour-là qui nous animait quand on était jeune. Je veux dire, moi, là, je fais encore un détour, mais mon conjoint, c'est un ouvrier de la construction. Fait qu'on est dans deux domaines complètement opposés. Et souvent, on parle de son rapport à la lecture. Mais là, il me dit, moi, au primaire, au secondaire, j'aimais ça, j'aimais la science-fiction, mais à un moment donné, on m'a fait lire d'autres choses pour m'empêcher de lire la science-fiction. Fait que j'ai décroché. Fait Hum, que là, ça me tente plus. Fait que mhm. cette interdiction-là de lire autre chose, je comprends qu'il y a des contraintes, des fois, qui sont liées à notre système d'éducation, mais c'est ça. Tu sais, là, après, ça ouvre la porte à toute une critique d'un système, là. Ça pourrait faire deux, trois autres épisodes. Ouais, ouais, effectivement, mais tu l'as dit, tu sais, les prescriptions des autres sur ce qu'on devrait lire, ce qu'on devrait écrire, comment on devrait écrire, quand on devrait lire, c'est pas de leurs affaires, en fait. Tu sais, Mais c'est ça. Tu sais, Ouais. c'est vraiment ça. Puis je pense l'amour du livre, puis tu l'as donné aussi comme exemple avec ta fille, l'idée d'être capable de construire un livre, même de le bâtir, d'y écrire, de le lire, etc. Il y a toute une construction matérielle du fait qu'on existe et que ces voies-là existent. Donc, je pense que c'est très bien tissé de ce point de vue-là. Fait que merci de nous amener là. Ce qui nous amène au recueil de poésie dont on va parler aujourd'hui, Oui. qui est Nipi Napunan d'Alexis Voland. Donc, tu l'as choisi pour quelle raison?
Pourquoi j'ai choisi Niki Napunan? Parce que j'avais envie de m'intéresser à un auteur, dans ce cas-ci, une personne Innu qui est un peu moins étudiée aussi, qui est pas nécessairement moins connue, mais et qui a une démarche qui est quand même assez différente parce que Alexis Volant, il est musicien de formation. Donc, je Mhm. trouvais intéressant comment il imbriquait cette espèce de formation musicale-là à même son recueil. Mais vraiment, c'est un choix complètement assumé parce que j'étudie énormément la littérature Innu et je l'enseigne aussi. Donc, je trouve que c'est merveilleux et je pense que j'ai certaines connaissances qui me permettent aussi d'approfondir l'œuvre d'une manière que peut-être quelqu'un qui la lit pour la première fois ne pourrait pas le faire. J'ai- J'étais absolument ravie quand tu as suggéré ce titre-là. Donc, c'est aux éditions Anne Norac, hein, pour nos auditeurs, publié en 2023. Il y a des parties en Inuaimun, il y a des parties en français aussi, donc recueil de poésie autochtone, tu le mentionnes. Mhm, Et Alexis Volant écrit avec la voix, n'est-ce pas, d'une jeune Inou de Pessamit qui mhm. veut amener son amoureux ou son chum dans sa communauté. Donc, elle nous amène là et c'est un recueil vraiment qui nous transporte, même dès la première de couverture, j'ai trouvé, donc on a du bleu ciel, jaune doré, un peu de vert mousse, c'est très délicat. Hein? Ouais. J'ai trouvé ça aussi. Déjà, la première de couverture est vraiment une belle image de ce qu'on a comme expérience de lecture. Je ne sais pas si tu avais eu cette impression-là, toi aussi. Oui, c'est comme une première plongée, en fait, dans les territoires. Parce que là, je m'aventurerai pas, mais le beige rappelle un peu la plage de Pessamit aussi. Fait Hmm. que là, je me demande si on. C'est ça, là, j'ai pas fait le travail de recherche, mais c'est assurément une première plongée dans ce territoire qui va habiter toute l'œuvre, en fait. C'est paisible, puis en même temps, il y a du mouvement aussi. Je trouve dans le recueil, on s'entend, là, on est à peu près à 98 pages en 5 actes. Donc, Mhm. une vingtaine de pages à peu près là, par partie. Il faut dire aussi, bon, il y a des références aussi des injustices, là, entre autres avec l'histoire de Joyce Echaquan, qui est plus au début là, du recueil. Mhm. Il y a l'idée aussi de la fatigue autochtone, des stéréotypes là, en début de recueil. Euh, et puis, comment dire, quand on essaie aussi d'apprendre l'Inuaimun et comment ça peut être nouveau, hein, l'idée de la langue ou de cette langue-là, surtout pour son copain. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, toi, de ce point de vue-là, au niveau de la lecture. La question de la langue. Ouais, la question de la langue. La question de la langue, je trouve ça fascinant parce que si on recule il y a quelques années, dans les premiers recueils où on a intégré le Guinea on avait tendance à avoir un lexique. On avait tendance à Mhm. avoir Mhm. des fois une traduction en même en notre débat de page ou autre. Mais là, ce qu'on remarque avec, si tu veux, les œuvres de l'ultra contemporain, avec les auteurs et les autrices des Premières Nations et Inuits, leurs œuvres récentes, je remarque qu'il y a moins ce souci de devoir traduire, en fait, pour le Mhm. public qui serait non autochtone. C'est un peu dire, écoutez, arrangez-vous. Ouais, c'est ça. Puis je trouve ça merveilleux Exact. parce que avec mes peu de connaissances en Innu, je reconnais des mots. Là, j'avais commencé à essayer de traduire un poème au complet. Après, j'ai abandonné parce que j'avais mal à la tête. Mais c'est ça. En fait, c'est un poème qui n'est pas traduit et je pense que le réflexe des gens qui ne lisent pas l'Innu, qui ne comprennent pas l'Innu, c'est juste de le passer parce que Mm. on n'y a pas accès. Mais il y a quelque chose, il y a une richesse. En fait, moi, j'ai comme hypothèse que tout ce qui est en Nino Aimoun aussi, ça relève du très, très intime. Mhm. C'est lié inévitablement à la question de l'identité. Mais Mhm. il y a de ces choses, en fait, qui semblent être juste nommables en Nino. Absolument. L'écriture de l'intime par l'identité est absolument, absolument atteignable justement avec les New Moon, comme tu dis. Puis
cette espèce de radicalité, de mettre justement ces mots-là sans glossaire, puis en disant, ben écoutez, arrangez-vous. Moi, j'adore ça. J'adore Mhm. ça parce que on parle de fatigue autochtone, on parle de fatigue raciale, on parle aussi de fatigue queer, hein, puis Dieu sait qu'on l'a. On est tanné d'expliquer. On est tellement tanné. On est tellement tanné d'expliquer. Puis là, bon, je fais des parallèles avec, mettons, les communautés autochtones, puis mettons les communautés queer, là, vous m'excuserez, mais le expliquer au souper de Noël c'était quoi être queer, Mhm. moi j'ai mon quota. J'ai mon quota. Puis puis c'est ça. Tu sais. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai accroché, tu sais, en début de recueil, j'ai trouvé ça touchant aussi que c'est Joséphine Bacon qui a fait la révision de Lino Haimoun. Donc, il y a tout un collectif hein, aussi Ouais. derrière cette œuvre-là. Puis on voit qu'il y a différentes voix qui portent le recueil, que ce soit des voix fictives ou des voix réelles là, de personnes autrices connues qui ont une voix et à qui on tire honneur là, dans le monde littéraire. Alors, euh, alors c'est ça. Donc, la question du temps, la question du cosmos aussi revient beaucoup. Est-ce que c'est des thèmes qui t'ont marqué, toi aussi? Oui, la question de cette mais c'est même pas une lenteur. Effectivement, il y a un temps qui est particulier. Puis là, je veux pas. Ça me fait. En fait, lire Nipi Napuran, ça m'a rappelé chaque fois que je vais appeler Samy, tu sais, cette espèce de quotidien qui n'a plus vraiment de qui ne s'inscrit plus dans un temps, c'est-à-dire chaque Mhm, chose viendra en son temps, on va faire les choses quand ça va être le temps de les faire. Et que c'est un peu cette exploration-là aussi dans le recueil de Alexis Volant. Et ce qui est merveilleux, c'est l'espèce de renversement aussi de l'adresse au conjoint non autochtone qu'on comprend, conjoint montréalais, qui d'après la quatrième de couverture, désireux de vivre le temps d'honnêteté, le folklore et l'exotisme d'une communauté autochtone. Tu sais, c'est aussi autant on ressent l'amour de la narratrice pour mhm, son conjoint, mais on sent aussi cette tension-là alors qu'elle-même mhm, essaie de déconstruire les préconceptions de son conjoint par rapport mhm. à sa communauté, à sa culture, à sa langue. Donc, c'est vraiment, je pense, une immersion dans un monde. C'est tout Absolument. en douceur, en lenteur, mais sans jamais euh, mettre de côté un peu comme Naomi Fontaine le fait dans Quisipin, Mhm, de nommer les choses qui sont à la fois très belles, mais aussi de nommer les choses qu'on pourrait dire qui le sont moins, mais qui font mhm. partie de ces réalités-là. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'honnêteté radicale hein, qu'on aime lire et qu'on est comme, ah oui, enfin. Oui, Enfin, exactement. c'est dit, puis enfin, il y a pas de flafla, il n'y a pas de choses en surface, c'est juste dit dans la vérité la plus pure. Puis moi, c'est ce que j'adore tant dans la poésie et la littérature autochtone, il n'y a pas de flafla. Mhm. Tu sais, on dit les choses comme elles sont. Tu sais, tu parles justement de la tension, de l'amour, puis l'idée de ne pas parler la même langue de manière littérale. Mais je dirais aussi, peut-être pas parler le même langage amoureux. Puis je pense Ouais. que c'est comme dissimulé là-dedans, hein? C'est cette espèce de métaphore-là et j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, il y a vraiment ben, tu vois, moi, oui, comme je l'étudie beaucoup, je la trouve. C'est pour ça aussi que le recueil d'Alexis Volant m'a beaucoup intéressée. C'est dans son traitement aussi de cette espèce de. Tantôt, tu parlais de d'une certaine fatigue autochtone et je trouve ça merveilleux parce qu'il y a toute une dénonciation. Ouais, je dirais une dénonciation de cette espèce de posture-là. Autant on cherche à être dans la bienveillance, mais il va être très, très franc aussi par rapport dans le discours, en fait, qu'il adresse au conjoint de la narratrice. Mhm, C'est vraiment une œuvre que je relisais et que je découvrais d'autres couches, en fait, que j'ai envie de creuser encore plus. Et c'est ça, en fait, même le titre dans Épinapunan, là où on va passer l'été, tantôt tu parlais de la question du temps, du cosmos, c'est un lieu qui est en soi intemporel. mhm. C'est un lieu Oui,
c'est ça. C'est comme retourner dans une espèce de, pas Mhm, une bulle, mais dans un lieu où on se sent bien malgré les mhm. tensions et après ça qui nous ramène à vivre nos propres conflits, là, que ce soit identitaire. Absolument. C'est ça. Ouais, il y a vraiment, ouais. Absolument. Puis, tu sais, moi, je suis une de ces personnes là, qui a aussi j'adopte un peu des concepts philosophiques, justement, autochtones, mais dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que je trouve que le temps n'existe pas et qu'il se replie sur lui-même. J'ai beaucoup écrit sur la métaphysique, mais ça, même avant ça, c'est des concepts autochtones, là. C'est-à-dire que l'idée de passé, présent, futur peut se réduire au moment présent. Puis quand on est comme dans cet espace liminal-là, on peut comprendre énormément de choses. Puis faire nos actions, justement, ou ces verbes-là en fonction de ça, ou ce cosmos qui est plus grand que nous. Mais enfin, on pourra y revenir, mais tout ça pour dire que ça m'a vraiment frappé. La manière dont c'est écrit, puis cette espèce de musicalité des mots qui nous amène sur une route. Hein? Mhm. Et cette route-là, on ne sait jamais si c'est une route de campagne, si c'est une autoroute, mais c'est un chemin. Il y a l'idée de vitesse, il y a l'idée de lointain, il y a l'idée de distance, la métropole, qui sont évidemment des thèmes qui reviennent souvent dans la littérature autochtone. Je voulais savoir ce que tu en avais pensé de cette idée de route ou de cheminement ou d'idée de loin, de proche, des choses comme ça. Mais je pense que la route, elle est indissociable, en fait, du moins de la Côte-Nord, parce que le récit prend quand même, s'inscrit beaucoup sur la Côte-Nord. Mhm, À chaque mention de la 138, c'est ça, pour les personnes qui l'ont faite, on est capable de se l'imager, c'est ça qui est, de se la visualiser, c'est ça qui est merveilleux. mhm, Et ce rapport entre le proche et le loin, j'en arrive à dire que tout est relatif, parce que pour moi, Pessamit, c'est à côté. C'est mhm, plus partir de Montréal et se rendre à Québec, c'est ce 3 heures-là, il est plus long dans ma perception de la route que tout le mhm, reste entre Québec et Pessamit. Donc, mhm, ce rapport à la route-là, la route qui est différente, on est dans une route plus sinueuse, on va suivre le fleuve. Donc, c'est ça, je trouve qu'il y a quelque chose avec effectivement, la route qui est, pour moi, je la trouvais très paisible, tu sais, c'est de me mhm. remémorer ces moments que moi-même je fais sur la route. Et c'est ça, il y a un contraste effectivement à partir du moment où on sort de l'autoroute plus classique asphaltée, où là, on arrive aussi dans, pas nécessairement des routes de bois, mais on imagine quand on mentionne les rues de la communauté, on est capable de voir tu sais, la route proche de la plage, le rond-point aussi, la croix à laquelle il renvoie Alexis. On- cette route-là, elle devient en fait la carte d'une communauté. Puis la 138 fait Mhm. seulement que nous y amener. Fait que c'est quand même quelque chose que j'ai trouvé fascinant. Tout est fascinant dans cette œuvre-là. Ça doit faire 4 fois que je le dis. Mais, Vraiment, non, vraiment. mais ouais, il y a quelque chose avec, c'est ça, la route. Mais en même temps, je pense que pour les, dans les œuvres nord-côtières, je pense, en tout cas, peut-être pas toutes les œuvres, mais je crois que c'est quand même la route a une place très importante parce que même les villages sont loin quand même. On peut la faire autrement que par la voiture, mais tout prend plus de temps. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire se rendre jusqu'au bout de la 138, prendre une photo où ce que la route s'arrête et revirer de chemin, mais la route Mhm, continue, le chemin mhm. continue. Fait que, oui, c'est ça. Ouais, il y a quelque chose avec le rapport à la route qui est très, très présent aussi dans l'œuvre de Alexis. Voilà. Qui est ponctué aussi de moments de souvenirs, de moments de peine d'amour là, autour Ouais. du premier tiers du livre là, vers 36-37. Puis un petit peu plus tard, juste après, l'idée du feu devient très persistante. Hein? C'est toujours le feu de l'âme, le feu de tes yeux, le feu. C'est métaphorique aussi et c'est littéral. Puis ma question pour toi, ça serait, qu'est-ce que ça veut dire le feu pour toi? Le feu, bah, c'est,
le feu, c'est ce qui détruit d'emblée par justement les feux de forêt les feux de forêt qui vont faire en sorte que justement le territoire est blessé, le territoire se va blesser et que le territoire rétrécit toujours un peu plus, les animaux quittent parce qu'il n'y a plus d'arbres, fait que, tu sais, c'est tout un écosystème qui est affecté. Mais le feu, c'est aussi ce moment de rassemblement-là lors des célébrations. Autrefois, en territoire, en fait, le feu, pour moi, ça représente aussi l'aspect spirituel de certaines cérémonies dans ce que, autochtones de manière générale des Premières Nations. Mais c'est ça, le feu, en fait, je pense qu'il y a plusieurs significations. C'est à la fois ce qui détruit, mais c'est à la fois ce qui guérit, qui va reconstruire. Fait que dans cette espèce de polysémie du feu, il y a la beauté aussi de toute la résilience d'un peuple qui va se reconstruire Mm. constamment. Mhm. Ouais, ouais, je pense que Absolument. Moi, il y a toute cette idée, justement, de, comme tu dis, d'énergie et de destruction aussi, en tout cas quand c'est pas contenu. Mais il y a cette idée aussi de présence puis de caractère volatile en même temps. mhm. Parce qu'on le voit, mais en même temps, si tu passes ta main, pardon, ta main dedans, je veux dire, c'est volatile, tu peux t'en sortir vivant, des choses comme ça. Donc, l'idée de l'énergie, je la trouve. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété beaucoup dans le recueil, puis ça m'a fait du bien de lire ça. Fait que je te remercie encore pour cette suggestion-là. Euh, Est-ce que tu voudrais nous lire peut-être ton poème préféré? Ensuite, je conclurai peut-être par le mien, puis on pourrait en parler, toi et moi. Qu'est-ce que tu en Oui, penses? oui, assurément. J'ai évidemment eu de la difficulté à choisir un poème. Hey, peut-être qu'on a le même. Ça serait fou. C'est quand même, mais Imagine. Fait que vas-y, on s'est pas consulté avant, mais let's go. OK, bon, je me lance. Vas-y. Alors, euh, je regarde tes cheveux blonds et tes verres fumés. Toi, tu fixes mes mains comme si je m'étais bagarrée. C'est ça la peau du Nitassinan. C'est ça le chant du territoire. Les fréquences que tu entends ne viennent pas du fleuve ou de l'asphalte. Elles viennent des terres intérieures où je ne peux aller car les périls sont trop grands pour mes jeunes amis. Kwanne, c'est ça que j'essaie de te raconter. Un peuple souriant au sourire blessé, un peuple de tous les malheurs portés par la beauté du monde. Le plus gros trésor avec un passé sordide, un ciel en or et une âme de morbidité. On t'avait dit que c'était rough et tu croyais être prêt, mais je te vois bien cacher tes larmes derrière ton masque de bon allié. Voilà, c'était le... Je l'avais noté. Je l'avais noté, mais c'était mon deuxième soir. Fait que je suis vraiment contente que tu l'as relevé. Fait que parle-nous, pourquoi ça t'a accroché ce passage-là? Ben, ce passage-là m'a accroché parce que oui, il est question... D'abord, le Eukwanne, juste ces deux mots en Innu, c'est ça qui ne sont pas traduits. Eukwanne, je vais essayer de pas me tromper, mais ça serait, Eukwanne, c'est un peu ça, c'est ça que j'essaie de te raconter, mais juste l'intégration, le fait de le dire en Innu d'abord et après ça, juste continuer en français, on mentionnait la Mhm, dimension linguistique de la chose. Il y a quelque chose aussi de ces expressions qu'on va dire en Innu. Mais après ça, c'était l'idée de cette espèce d'hommage quand même au peuple Innu. Mais ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est quand la narratrice s'adresse à son conjoint. On t'avait dit que c'était rough et tu te croyais être prêt. Et tu mhm, croyais être prêt. Mais je te vois bien cacher tes larmes derrière ton masque de bon allié. Fait que mhm, ça, je trouve ça intéressant parce que c'est aussi confrontant peut-être pour la personne qui va lire ce texte-là, qui mhm, de se poser la question de effectivement quelle posture on veut. Parce que lire les littératures, je pense, autochtones, c'est indissociable aussi de parler de colonisation, du génocide culturel, identitaire mhm, envers les Premières Nations. Fait que ce contexte-là et ces œuvres-là nous amènent aussi à réfléchir, je pense, d'un point de vue de société et de repenser peut-être la question de l'histoire et comment les raconter. Fait que cette petite adresse-là, si tu croyais être prêt, je te vois bien cacher tes larmes derrière ton masque de bon allié. Tu sais, il y a tout aussi une analyse à faire sur le principe de l'allié et de bon allié, mais ça c'est très, très riche comme passage, je pense. Et le définitivement. rappel.
Ouais, le rappel au territoire constamment, hein. C'est ça la pause unitassinale, c'est ça le chant du territoire. On, on comprend tout le Mhm, respect aussi pour le territoire qui entoure mhm. la relation. Puis le pouvoir, justement, dont tu parles du passage d'une langue à l'autre, n'est-ce pas, qui est un pouvoir de traduction, en Mhm, fait, que justement, qui a été imposé aux personnes autochtones, mais qui ont aussi ce pouvoir de faire, écoute, on a notre langue, vous avez votre langue, puis regarde, moi, je suis capable de passer d'une langue à l'autre, et pas toi, en fait. Alors, exact. tu sais, c'est comme catch up, catch up, puis fais ton travail, puis, tu sais, va étudier la langue. L'idée des larmes aussi, puis d'allier, il y a beaucoup de littérature scientifique, justement, qui sont axées sur les théories des white tears. Ouais, ouais. Hein, donc, ça m'a fait penser à ça aussi beaucoup, là, donc Mhm, les pleurs des personnes blanches par rapport à ça. Puis tu mentionnes l'idée de posture, quelle posture on veut lorsqu'on veut lire la littérature autochtone, je suis totalement d'accord. Puis l'idée aussi, peut-être que j'aimerais véhiculer aux auditeurs par rapport à ça, c'est que l'idée d'être allié, c'est la communauté qui te le dit, c'est pas toi-même. mhm, Fait que exact. c'est vraiment ça. Je trouve qu'on a tellement glorifié aussi le nom d'alliés, puis on est des alliés, puis tout ça, mais c'est pas à nous de décider ça. Mhm, C'est pas à nous de s'auto-proclamer, c'est pas à nous de se donner des titres, et c'est pas notre place. effectivement. Fait que j'ai trouvé ça très puissant, très, très puissant aussi comme poème. J'en ai choisi un qui est un différent. euh, et voilà. Et qui est. Ben, le tien commençait à quelle page déjà? À la page 57. 57. Le mien est à la page 27. Mhm, Et là, bon, on va pardonner, j'espère, ma prononciation de l'Inuaimun. Je mhm, fais mon possible. Donc, Nouté Nouté. Le vent plaque le pare-brise et tes cheveux blonds. Les arbres filent à toute allure sur les routes fédérales. Chipachi, Anchipan et Sipit. Ninouté Chichin. Il faut arrêter pour se voir et voir autour de soi et se remplir le ventre de la terre qui nous nourrit. La terre, elle est bien à nous. Mawat Nunapan Tapwe. La terre est au cœur et aux âmes, elle est au cosmos qui chérit le temps et qui catalyse le son. Mishta Chichipanu Etchin Koanipan. La vitesse d'une voix perdue il y a longtemps, comme le mouvement entre tes doigts. mhm. La route se trace parmi tant d'autres et c'est celle que tu as choisie comme l'artère dans ton bras et la veine dans ton visage. Tu te guides sur un chemin perdu. Le ciel nous suit et le soleil peine à garder notre vitesse entre les marges. Le bétail nous salue et les palmiers jaunissent comme si tu avais peint la 138. L'odeur change peu à peu. Je reconnais les arômes de chez moi, l'air qui pénètre mon corps à une vitesse folle, tout comme je suis folle de ta vitesse à toi. Un jour, ils vont finir par nous attraper, mais jamais ils ne pourront nous retenir dans ce dôme qu'on appelle le Nitasinan, où le temps s'arrête et les dimensions se battent. La mer a enfanté un fleuve étroit aux allures distantes et timides, avec son long bras qui rejoint le cœur de cette vieille tortue de lichen. Ce fleuve éternel, intuable et serein, l'aîné de la famille et l'ascendant de Tchakapèche, je le regarde de loin, immobile, calme. Il s'offre au navire et il donne son chemin pour que le cœur se pompe et que les membres ne s'éteignent jamais. De loin, il est fragile, presque innocent, mais je me heurte au reflet qui nous montre qu'il a été utile à tout ce passé absurde. Ses gouttes se renouvellent, ses températures se transforment. J'essaie de crier par la fenêtre pour lui dire, tu es pardonné. Je Et- continue page 30 et 31 parce que c'est une belle clôture. mhm, Ma langue s'est faufilée à travers les arbres, elle s'est formée avec les courbes et les recoins du territoire. Tout comme Inuassi, elle est imparfaite, d'une souplesse rigide et de couleur morte. Elle est tout ce que cette terre lui a donné. Elle s'est construite à travers le vent et les saisons. Elle s'est nourrie de parfums de lichen.
Et du calme au soir. Elle s'est forgé les membres avec les lacs et les rivières. Elle s'est réfugiée derrière la sagesse des étoiles. Elle s'est enfuie lorsque la captivité était trop près. Ta langue, elle s'est bâtie dans l'histoire à travers le remords et la malchance. Elle a été raidie et contractée. Afin qu'elle ponde un apparat approprié, ta langue, elle a dû s'enfuir de son palais pour pouvoir prétendre à l'évasion. Je prends ta langue pour parler de la mienne, car il y a longtemps eu une guerre sans arrêt. La tienne devient plus forte. Elle se cache derrière un rideau de faiblesse et de peur, mais ma langue est poreuse. Elle est le bois et la boue. Elle n'a pas de restrictions. Elle ne te fera pas de manière. Elle est le son de la lamproie. Elle n'a ni étiquette ni manège. Ma langue à moi a moins de mots que la tienne, et tu en es tellement fière, mais sache que les mots qui nous manquent ne viennent pas de cette terre qui t'abrite aussi. J'ai pleuré quand j'ai lu ce passage-là. Euh, c'est tellement fort, c'est tellement libérateur, ça donne tellement la permission de vivre. Oh Ouais, my God, que ouais. ça donne la permission de vivre, ça m'a subjuguée, ce passage-là. Euh, je ne sais pas si ça a résonné un peu chez toi aussi. Oui, oui, assurément, c'est cette relation-là aussi qu'on établit au territoire, en fait, je pense, je pourrais peut-être probablement dire de manière générale pour les peuples autochtones, mais il y a quelque chose, on est dans une relation de réciprocité, mais il y a cette connexion-là, c'est-à-dire de nous rappeler aussi, tu sais, dans le train-train quotidien qui va toujours trop vite, c'est de prendre un moment et de s'arrêter et de, de juste remarquer tout ce qui nous entoure. Puis c'est un peu ça Mhm, aussi, cette suite mhm, poétique-là, c'est de nous rappeler ce qui entoure la 138, aussi le passage, mhm, en fait, où finalement on retrouve les arômes. C'est quand on arrive sur la côte, hein, il y a quelque chose dans le climat qui change aussi à partir passer Forestville. Là, on s'approche aussi du territoire des Inuits et Samis. Il y a quelque chose vraiment de tous les sens qu'on oublie mhm, parfois, je pense, mhm. et que la lecture Définitivement. nous, c'est ça, la lecture nous permet de revenir vers là. Et juste notre rapport aux autres, notre rapport aux vivants, aux Mhm, esprits, aux non-vivants. Tu sais, c'est un appel, en fait, je pense, à juste mhm. refonder nos pensées. Définitivement, je pense aussi que c'est un appel à reprendre la langue Mm, et la faire nôtre c'est et ça. à aller en deçà des conventions, puis aux personnes qui veulent nous dire qui on est selon les stéréotypes, selon des choses comme ça. Et de, tu sais, on a beaucoup parlé aussi aujourd'hui de l'idée de la route, du cheminement, de la langue qui est nôtre, qui est différente de, tu sais, d'une personne que tu aimes, par exemple. Puis où est-ce qu'on trouve les chemins de la compréhension ou les terrains à explorer de manière commune. Euh, j'ai vraiment trouvé ça révélateur comme passage. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir choisi ce recueil de poésie autochtone très, très porteur. Merci d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui, Mike. Mais merci, Amélie, de m'avoir invitée. Tu sais, je pense qu'on le fait pas assez souvent. Je vais prendre un moment pour parler de nos lectures. Mais je suis très contente, en tout cas, que tu as été une de ces personnes-là aujourd'hui, en te remerciant grandement et en te disant à la prochaine. Merci beaucoup, au plaisir.